on a une dernière intervention d'Émilie Matignon, qui est la responsable de la recherche de l'IFJR et coordinatrice de l'antenne sud-ouest de l'IFJR. Et elle va nous parler des résultats de l'enquête nationale annuelle de l'IFJR. Merci Estelle, bonjour à toutes et à tous. Donc ravie d'être parmi vous, même virtuellement. Effectivement, je vais vous parler des résultats de notre enquête nationale annuelle. La première édition a été publiée en 2018. Il s'agissait davantage d'un état des lieux de la justice restaurative avec quelques éléments sur finalement les retours des professionnels, avec les apports, les difficultés, les besoins qu'ils souhaitaient exprimer autour de la justice restaurative. Puis en 2019, nous avons réalisé une enquête nationale centrée sur les participants, sur les retours des participants, personnes victimes ou personnes auteurs qui ont participé à des mesures de justice restaurative. C'est de cette enquête que je vais plus précisément vous parler. En 2020, nous avons renouvelé l'expérience autour de cette enquête nationale, toujours avec les participants, mais également avec le retour des professionnels de façon beaucoup plus approfondie qu'en 2018. Donc, 2 rapports sont disponibles, celui de 2018 et 2019 que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et vous dire aussi de quel point de départ nous sommes partis sur, en particulier, le retour des participants. L'idée était de savoir quels sont les effets de cette justice restaurative sur les personnes, sur les premiers concernés, qui sont les bénéficiaires, personnes victimes et auteurs. Donc, quels effets, quels apports, quelles difficultés, quelles suggestions d'amélioration ils pouvaient formuler. Et ainsi, nous nous sommes basés sur leurs témoignages. Donc, il s'agit uniquement du déclaratif. Avec une méthodologie, donc je ne vais pas détailler ici, rassurez-vous, mais qui est profondément qualitative. Nous nous sommes entretenus lors d'entretiens qui ont duré entre 1h30, 2 heures, parfois un peu plus, avec chaque personne qui ont bien voulu participer à cette enquête, puisque, comme toujours en justice restaurative, la démarche est volontaire, afin de recueillir leur retour. Ce que je peux vous dire, c'est également que l'échantillon qui est concerné n'est pas très conséquent si on regarde les échantillons des enquêtes quantitatives, mais il concerne entre 20 et 30 personnes, ce qui est conséquent pour une enquête qualitative. Il concerne surtout une grande majorité de rencontres condamnées victimes et RDV, et une petite minorité de médiation restaurative. Cette tendance, on commence à observer qu'elle change un petit peu. Alors, avec une accélération avec la crise sanitaire actuelle, on voit qu'on a de plus en plus de demandes et de réalisations de médiation restaurative. Donc, il y a un mouvement qui est en cours peut-être. Donc, je vous le disais, une méthodologie qualitative. Et pour rentrer dans le vif du sujet, les retours que nous avons accueillis de ces participants, de façon générale, il y a des bénéfices communs entre victimes et auteurs, donc transversaux, qui sont identifiés et qui sont les suivants. L'idée de libération de la parole, je détaillerai davantage ensuite, la libération de la parole, le sentiment d'apaisement, le sentiment d'être reconnu en tant qu'être humain. Donc vraiment, l'idée selon laquelle on a un petit peu on a même beaucoup été au-delà des clichés, au-delà des étiquettes de victimes et d'auteurs, donc au-delà du crime qui a été posé ou qui a été vécu, on entre dans la complexité de l'humanité sans excuser aucunement évidemment les infractions, le crime. Et aussi l'idée de ne plus être seul, puisque dans les rencontres en groupe en particulier, donc RCV, RDV, il y a vraiment une rencontre entre groupe de victimes et groupe d'auteurs. Et là, il y a un partage qui se fait, un partage de vécu commun, qui peut aussi être source de grand apaisement pour les personnes et du moins d'une diminution d'un sentiment de solitude. Si on regarde un peu plus précisément les apports, les bénéfices pour les personnes victimes en particulier, on voit qu'elles nous disent qu'elles ont pu être écoutées, qu'elles ont pu être entendues, qu'elles ont pu être comprises. Donc c'est l'objectif de la démarche, donc on est assez satisfait qu'il soit rempli évidemment. Il y a aussi cette idée de diminution du sentiment de culpabilité ou de honte qui peut être très présent chez certaines victimes. Une diminution du sentiment de peur aussi, c'est-à-dire qu'elles ont eu face à elles des ou un auteur qui n'est plus l'image d'un monstre, mais qui est une personne humaine, c'est ce qu'elles disent. Et toute situation qu'elles rencontrent dans la vie n'est pas assimilable à une potentielle agression.
Donc ça, elle exprime très souvent. Également, l'idée de redevenir ou devenir actrice de sa vie. Les autres intervenantes l'ont souligné, effectivement, c'est souvent un désir qui est posé et on voit dans les résultats qu'il est effectivement rempli, que l'attente est remplie, qu'on a ce sentiment exprimé d'avoir agi, de ne plus avoir été objet de quelque chose, d'un système de justice, etc., mais d'avoir été réellement actrice et de le redevenir aussi par la suite dans d'autres aspects de leur vie. Pour les auteurs, on retrouve l'idée de prise de conscience des répercussions vécues par les personnes victimes. Effectivement, les auteurs nous disent « j'avais une personne victime en face de moi, qui a vécu ces répercussions, qui me les explique, qui me les exprime avec toutes les émotions dont elle est capable ». Ce n'est pas la même chose que d'entendre parler par un professionnel de ces répercussions. Donc ça, on le voit, il y a un impact très fort chez les personnes auteurs. Également l'idée de se projeter dans un futur, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Se projeter dans un futur, ne plus être coincé dans l'acte finalement, mais s'autoriser à s'envisager un futur, une réinsertion, etc. La responsabilisation qui va avec le premier élément que je vous ai cité, est indéniable. La prise de conscience, tout ça résonne évidemment, ces deux éléments résonnent et sont identifiés par les personnes auteurs. Et également la meilleure estime de soi, la fierté d'avoir, par exemple, apporté des réponses aux personnes victimes qui posaient des questions, qui revient également et qui participe aussi, ensuite on nous l'explique, les auteurs nous l'expliquent, d'un processus aussi de désistement quelque part. Je précise encore une fois que les éléments que je vous donne sont des tendances. Effectivement, notre travail est d'ordre très qualitatif, donc chaque vécu est particulier, chaque cheminement est propre aux personnes. Donc, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la tendance. Mais si je reviens un tout petit peu sur les deux aspects de bénéfices communs, la libération de la parole et l'apaisement, il est intéressant de voir que cette libération de la parole, alors c'est un terme qui revient très très souvent chez les personnes, il y a vraiment derrière cela l'idée du dialogue évidemment, de la rencontre et du récit. Les personnes nous disent « j'ai pu me raconter sans tabou ». Dans un espace inédit, c'est-à-dire que cet espace-là n'existait pas ailleurs dans le processus de justice pénale, ils ne l'avaient pas trouvé, on ne leur avait pas offert. Donc là, on voit que la justice restaurative aussi répond à une attente qui était préexistante, qu'elle n'est pas quelque chose d'artificiel qui est proposé, mais qui a vraiment une résonance dans les attentes des personnes. Donc un récit sans tabou pour les personnes victimes comme pour les personnes auteurs. On peut dire que l'idée d'absence de tabou revient plus souvent chez les auteurs et pour les victimes, c'est vraiment l'idée d'avoir pu raconter et être actrice et non pas objet, comme je vous le disais tout à l'heure. Et également, notre idée dans cette libération, c'est la rencontre à travers le dialogue, évidemment. La rencontre qui se fait à travers le regard de l'autre, la reconnaissance dont nous parlent les personnes victimes. J'ai été reconnue comme personne victime, mais je n'ai aussi pas été assimilée qu'à l'acte et qu'à ma victimisation. De la même façon pour les auteurs. Donc cette reconnaissance avec ce dialogue, c'est aussi l'idée pour les auteurs d'une progression où on arrive dans cette démarche, ce processus de justice restaurative avec énormément d'appréhension. Pour les victimes aussi, mais c'est très prégnant dans la parole, dans les récits et dans les témoignages des auteurs, où on voit qu'il y a une progression qui se fait et on va de l'appréhension, du mal-être, le sentiment d'être mal à l'aise vers quelque chose qui est plus de l'ordre de la confiance et de la libération justement. Donc ça, ce cheminement est également important, j'y reviendrai très rapidement après. Sur l'apaisement, je suis rapide. Sur l'apaisement, il se traduit de différentes façons. Il est pluriel pour chaque personne, mais on voit quand même un lien entre apaisement et réparation pour les personnes victimes et pour les personnes auteurs. Réparation pour les personnes victimes, aussi d'avoir eu des réponses à leurs questions données par des personnes qu'elles estiment légitimes à donner ces réponses. Donc, quelqu'un qui a commis cet acte. Seul lui peut me donner la réponse à ma question avec laquelle je vis depuis des années et qui me laisse dans un état de souffrance. Donc, ça, c'est aussi, il s'agit d'un élément récurrent.
Réparation pour les auteurs aussi, sentiment de, je vous l'ai dit, mais d'être utile, d'être vu comme autre chose qu'un monstre, mais comme un être humain. Il y a aussi, dans l'apaisement, il y a cette idée de participer, que la justice restaurative participe à un processus de désistance. Donc, je reviens sur ce que je vous ai dit au début, hein, l'estime de soi renforcée, pour les auteurs, la responsabilisation, etc. Ce n'est pas systématique, évidemment. Encore une fois, ces effets sont propres à chaque personne et participent à des processus qui sont longs, mais ils sont des éléments qui peuvent être favorisants dans ce cadre-là. Point aussi très souvent évoqué par les personnes auteurs et victimes, c'est l'importance du cadre de la justice restaurative, des mesures auxquelles elles ont participé, un cadre qui est sécurisant, qui permet la confiance, qui permet aussi de se découvrir et de se dévoiler progressivement, on va au rythme des personnes. Donc, importance de ce cadre qui rassure, et qui favorise cette libération de la parole. Donc, les personnes utilisent beaucoup les termes de confiance, de respect, de bienveillance. Je ne devrais pas, mais je vais passer sur les éloges qui sont faits pour les animateurs, auprès des animateurs, auprès des membres de la communauté lorsqu'on est en RCV-RDV. C'est assez unanime la reconnaissance de leur humanité, justement, à ces personnes, de leur bienveillance, d'avoir le sentiment, pour les personnes auteurs et victimes, de ne jamais avoir été autant considérés, en fait, dans ce qu'ils ressentaient, dans leurs attentes, etc., etc. Donc, vraiment, ces personnes dont je parle, les intervenants, animateurs, membres de la communauté, participent aussi à ce cadre sécurisant, bien entendu. Juste un très bref mot sur les médiations restauratives, donc comme vous l'avez compris, qui étaient peu nombreuses dans l'étude et dans le recueil des témoignages que nous avons réalisés. Tout de même dire et insister sur le fait que pour les personnes, la préparation est source de restauration, de réparation, de cheminement, etc. Donc, produit des bénéfices en elle-même, sans qu'il ait besoin d'aller jusqu'à la rencontre. Donc, on va vraiment pour les médiations, la rencontre n'est pas un objectif, et les personnes le disent. Elles peuvent ressentir et vivre des bénéfices dès la préparation. C'est important, je l'évoque parce que si on est tenté de comptabiliser combien de médiations restauratives, peut-être que le critère de la rencontre n'est pas le bon. Enfin, même je suis assez persuadée qu'il n'est pas le bon, et que celui de processus qui sont allés dans la préparation, où la demande a été portée mais n'a pas été répondue ou a été répondue négativement, peuvent être aussi comptabilisés parmi les dispositifs qui ont eu lieu, tout simplement. Enfin, sur les insatisfactions, puisqu'il y a aussi des insatisfactions qui ont pu être formulées. Alors, elles sont pas nombreuses et surtout, elles sont liées vraiment, encore une fois, au cadre, soit qui n'a pas été respecté, soit la préparation, où on voit que la préparation a pu connaître des défaillances pour arriver à ces insatisfactions. Par exemple, une personne victime nous a dit qu'elle aurait aimé avoir dans ses rencontres des repentis, des gens qui étaient vraiment auteurs dans la repentance, dans l'excuse, dans le pardon. On sait qu'en justice restaurative, ce n'est pas du tout une condition pour participer, et que si la préparation doit servir justement à évaluer, à préparer la personne plutôt à ce qu'elle se retrouve face à des gens qui ne sont pas dans cette repentance. De la même façon, l'idée qu'il n'y ait pas dans les rencontres en groupe suffisamment de correspondance entre les victimes et les auteurs dans les crimes qu'ils ont vécus et qu'ils ont subis. Donc ça aussi, ça fait partie de la préparation. Et ensuite, des personnes qui nous ont dit la personne auteur n'avait pas reconnu les faits. Ça, c'est un problème de cadre, puisque c'est une condition légale. Les personnes auteurs doivent reconnaître les faits pour pouvoir participer à une mesure de justice restaurative. Je voulais rapidement conclure, parce que je ne veux pas vous retenir trop tard, mais quand même vous dire que les différents résultats que je vous présente rapidement correspondent aux résultats des études internationales qui sont menées, donc avec une très forte satisfaction, autant des personnes victimes et auteurs, quant au processus de justice restaurative. Ce qui semble logique, dans la mesure où on répond à une demande, on est dans une préparation, volontariat, etc.
Également, un bénéfice libérateur, un bénéfice en termes de responsabilisation, l'idée de l'importance du cadre dont je viens de vous parler, et l'humanité qui est au centre de ces dispositifs, qui est très appréciée par les personnes. Elle l'évoque de façon quasi systématique. Pour terminer, on peut quand même se dire, il reste des pistes de réflexion dans tout ce que je vous ai dit. On aimerait aussi pouvoir s'interroger sur la question de savoir est-ce que le taux de satisfaction est proportionnel à la gravité de l'infraction. On le sait, des études le montrent à l'international, mais pourquoi pas investiguer ce champ en France. Également, est-ce que les bénéfices sont différents d'une infraction à une autre, d'un type de mesure de justice restaurative à une autre, etc. Autant de terreaux, de perspectives à explorer, bien évidemment. Et puis, ce seront mes derniers mots, je vous rassure, mais pour parler des professionnels, donc je n'ai pas du tout le temps de m'attarder sur la question des professionnels, mais effectivement, nous avons cette année plus particulièrement échangé avec les professionnels. On voit également ressortir des bénéfices pour eux, du sens redonné à leur métier, une intervention autre qui bénéficie, enrichit leur profession d'origine. Mais ce que je retiendrai ici, c'est vraiment aussi les défis. Alors, il y a des améliorations, l'idée de quelque chose, d'une justice qui est chronophage, par exemple, mais aussi le défi qui est systématiquement relevé, le défi de l'information. Les personnes ne sont pas suffisamment informées sur la justice restaurative. Elles ne savent pas que la justice restaurative existe, d'où ce besoin de communication. C'est pourquoi j'espère que cette semaine internationale de la justice restaurative, le petit film qu'on vous a diffusé, nos propos aujourd'hui participent à relever ce défi de l'information et qui est un devoir, je pense, qui nous appartient à tous en tant que professionnels. Vraiment de pouvoir redire que la justice restaurative est un droit, et du moins que l'information sur la justice restaurative est un droit pour tous. Donc informons. Voilà, je vais vous laisser sur ces mots et vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Émilie. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais très rapidement conclure en renvoyant vers des liens. Merci vraiment à tous les intervenants. C'était très riche et de très bonne qualité. Vous avez été nombreux à participer à ce webinaire de clôture de la Semaine internationale de la JR, de la justice restaurative, et on vous en remercie. Donc, on vous invite vraiment à consulter les réseaux sociaux de l'IFJR et de France Victimes. Sur YouTube, vous pourrez retrouver la vidéo comme on vous l'a dit. Et également, on a pris note de toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Et pour ceux que ça intéresse, on enverra une réponse groupée par mail, puisqu'on a les mails de tout le monde avec l'inscription au webinaire. Donc, on va faire ce travail de réponse aux questions pour tout le monde. Et vu le succès de cet événement, on va se mobiliser pour en créer d'autres, on espère très vite. Bien, je vous remercie. Merci à tous. Et puis, à très bientôt.